Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Olivier, vous allez bien ? Comment allez-vous, vous, surtout vous, c'est à vous qu'on on est là. Ça ce matin. On est là, on ne sait pas combien de temps on sera là, mais on est là. Voilà. Bon, cette fois, j'en ai marre. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 avril. Oui. Et en 1943, il y a quelques années déjà, il y a 75 ans, était née une personnalité qui est assez inconnue, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Nechemia Cohen, mais qui est surtout connue pour être le soldat de Tsahal qui a reçu le plus de distinctions jusqu'à aujourd'hui. Alors en fait, il partage son titre avec une autre personne qui est un peu plus connue, Ehud Barak, ça vous dit quelque chose ? Oui. À la seule différence que Nechemia Cohen, eh bien, il a eu toutes ses décorations jusqu'à l'âge de 24 ans, puisqu'il a été tué il y a 50 ans lors de la guerre des 6 jours, presque 51 ans, on se rapproche. Et donc, voilà. Donc, c'est de cette personnalité dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Alors, c'est assez intéressant parce que je vais vous raconter des choses sur lui, mais il y a aussi beaucoup de choses que je ne peux pas vous raconter et ça va nous ouvrir des questions. Voilà. Alors, il est né à Yerushalayim. Je peux pas raconter parce que c'est encore... parce que c'est encore secret, c'est-à-dire qu'on est 60 ans plus tard et on ne sait pas encore... Enfin, je vais y arriver. D'accord. Alors, il est né à Jérusalem. Ses parents étaient des Olim de Turquie qui étaient venus s'installer à Jérusalem à la fin de la Première Guerre mondiale. Il a un frère qui est assez connu. Vous connaissez le général Chita ? Non. Eliezer Cohen, qui était ça a été une des personnes qui était à la tête de l'armée de l'air en Israël. Ensuite, il a été un tout petit peu en politique. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Maintenant, je vois. Et puis, donc lui, en 1961, alors il faut raconter quand même que son enfance, c'est pas du tout un élève qui est considéré comme doué. Au contraire, on le considère comme un nul, on va dire ça comme ça. Oui. C'est un nul. D'ailleurs, il se fait virer d'école l'une après l'autre. Et après s'être fait virer d'école l'une après l'autre, eh bien, il va décider de préparer son bac tout seul. Il fait ça en indépendant. Il passe son bac et en 61, il rentre à l'armée. En quelle année ? En 1961. D'accord. Oui. Non, parce que... ok, très bien. Oui, je vous suivais plus sur les dates. Il est né en 43, donc à 18 ans. Ah, c'est ça, il est né en 43. Dans votre tête, il était né en quelle année ? Non, je pensais qu'il était dans l'armée à partir de 43. Non, il est né en 43. Donc en 61, il rentre à l'armée à l'âge de 18 ans et il va aller dans la Sayeret Matkal, cette très célèbre unité. Donc il était très peu de temps dans l'armée. Il était 5 ans. 60, oui, s'il est mort à 24 ans, de toute façon, il ne pouvait pas faire plus. Oui, non, mais c'est ça. 5-6 ans. Donc, il est entré à la Sayeret Matkal. C'est là-bas qu'il va recevoir sa formation comme combattant. Il faut rappeler que son frère, donc, qui est beaucoup plus âgé que lui, son frère a 8 ans de plus que lui, est déjà une personnalité au sein de l'armée de l'air. Lui, il fait son travail dans la Sayeret Matkal, dans cette unité. Il devient... Alors, en fait, la façon dont ça se passe à l'armée est encore... En plus, dans ces années-là, c'était encore plus flexible qu'aujourd'hui. C'était quand on rentrait dans une très bonne unité comme la Sayeret Matkal, quand on terminait les 3-4 années de Sayeret Matkal, ensuite on devenait dirigeant d'autres unités importantes au sein de l'armée. Donc on devient ensuite dirigeant d'une unité des parachutistes, où on va partir être à la tête du commando de colonie. C'était le départ pour une carrière militaire. Donc lui, il passe en fait... Il est dirigeant d'opérations assez importantes et bien entendu on ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que il reçoit son premier tsalash. Donc tsalash, c'est la plus haute décoration. Voilà, c'est la décoration. Tsalash Matkal, c'est donc le chef d'état-major qui lui donne une distinction. Il reçoit sa première avec le chef d'état-major Tzvitsour et ensuite il va en recevoir trois supplémentaires grâce à Yitzhak Rabin. Pour des opérations dont on ne sait pas. On ne sait pas. Et en fait, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, beaucoup de personnes disent que son travail, donc ils ont dû à plusieurs reprises s'infiltrer. Lui, il va mourir donc le premier jour de la guerre des 6 jours, le 5 juin 1967, et il va mourir donc sur la bande de Gaza, donc quand ils vont rentrer dans la bande de Gaza. Mais on pense qu'une grande partie des réussites de la guerre des 6 jours, c'était tout d'abord des réussites, c'était grâce
au Modin, au renseignement, et on pense qu'une grande partie de ces opérations qu'il a faites, c'était des opérations justement de renseignement où il est entré dans les territoires ennemis pour savoir des choses. Et alors, ce que ces anciens commandants expliquaient, j'ai vu ça dans des articles, puisqu'il est assez connu, puisque c'est le soldat qui a été le plus... puisque après ça, il a encore reçu une autre distinction, qui est ce qu'on appelle Itur HaMofet, c'est la plus haute distinction de l'armée israélienne, la plus haute médaille. Et il faut dire que dans toutes ces opérations, si une opération qui est bien faite, c'est un soldat ou un groupe de soldats qui rentre en territoire ennemi, qui fait ce qu'elle a à faire, qui ressort, et dont on ne sait pas qu'elle est entrée, qu'elle est ressortie pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 60 ans. Donc on ne sait pas ce qu'il a fait en fait. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il est... Donc comme il est mort en 67, on sait qu'il a été à ce point décoré, et on sait aussi qu'il connaissait Ehud Barak, ils étaient ensemble. C'est des générations qui se connaissaient. L'armée était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Mais voilà, donc c'est quelqu'un... C'est aussi dans la politique, qui sait. Oui, il aurait pu. On a sa photo ? Oui, on a sa photo. Non, on le connaît, on sait qui c'est, mais on ne sait pas ce qu'il a fait. Emmanuel Moreno, on n'a toujours pas sa photo. On n'a toujours pas sa photo. Bon, déjà, il y a un décalage de quelques années. Peut-être que dans 40 ans, on aura la photo d'Emmanuel Moreno. Nechemia Cohen, on a sa photo. Il faut dire aussi qu'il ressemble beaucoup à son frère, le pilote, donc, qui était une personnalité connue. Mais voilà, c'était intéressant, je pensais, de parler et de se rendre compte, en fait, que eh bien, il y a des choses secrètes qui resteront secrètes. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, de rappeler que aux archives nationales en Israël, il y a bien des quotas de secret, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers, on n'a pas le droit de les ouvrir pendant 50 ans, etc. Donc au moment, quand on se rapprochait des 50 ans de l'État d'Israël, tous les dossiers qui devaient, donc quand on était en début 1998, on se rapprochait du 50e anniversaire de l'État d'Israël, les historiens commençaient vraiment à être, il y avait de l'émotion, parce qu'ils se sont dit, ça y est, on va enfin ouvrir les dossiers. Et puis juste à ce moment-là, la Knesset a passé une loi, hop, tous les dossiers de 50 ans, on les passait à 60 ans. Alors, rebelote, quand on est en 2008, à nouveau, il y a une émotion autour des historiens. On se dit, enfin, on va pouvoir savoir certaines choses. Et hop, les dossiers, tac, ils sont à 70 ans. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, surtout, on l'a vu beaucoup avec l'histoire des enfants yéménites qui auraient disparu, qui auraient été kidnappés, on ne sait pas. Beaucoup de dossiers, donc, ils sont ouverts au public, mais avant cela, la censure passe et elle retire tous les documents qui sont importants et intéressants. Donc, il faut dire que... mais l'année dernière, on a quand même publié pas mal de choses sur ce qui s'est passé sur la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, mais ce qu'il faut savoir, moi je sais parce que j'avais rencontré le directeur des archives qui nous avait parlé justement de ces lois-là, et il avait expliqué que Israël, c'est encore un tout petit pays où les gens se connaissent vraiment bien, et faire sortir des fois des noms ou des histoires, ça pourrait encore ça pourrait véritablement troubler la paix publique. Et ils réfléchissent en fait à chaque fois, il y a des personnes qui sont des censeurs. Alors ces censeurs, ce sont des historiens ou des gens qui ont une connaissance déjà, ou des anciennes personnes des renseignements, donc des gens qui ont déjà une connaissance assez importante du sujet, et elles sont aptes à savoir si oui ou non cette pièce d'information pourra faire du mal. Ouais, mais on verra dans quelques années. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que il y a tout un débat en ce moment qui se profile, mais dans une autre direction complètement. C'est au niveau des nouvelles. Tout ce qui est la recherche sur la Shoah. Alors on pourrait peut-être penser que ça y est, on a fini, on passe à autre chose, ça fait 70 ans qu'on travaille sur la Shoah, mais non, au contraire, on a énormément d'archives qui sont en train d'être ouvertes, et donc on a encore plus de travail pour les historiens. Alors peut-être qu'en Israël aussi, au bout d'un moment... Ça arrivera aussi sans doute. Ça. Voilà. Tout à son air. Bon, pour le moment, allez, il faut faire un thé. Merci, Olivier. Tout à l'heure pour les programmes de Cathy Choukroun ce matin, 8h et presque 35 minutes. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.